Les yeux fermés. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Tout a commencé il y a 2 ans. Je venais de rencontrer Jordan sur Internet. On avait longtemps discuté et partagé des moments sympas en visio, avant de se déclarer nos sentiments. Après plusieurs mois, on a décidé qu'il était temps de se rencontrer enfin en vrai. Je suis donc partie en avion à l'autre bout du pays malgré les réticences de ma mère. La première rencontre fut magique, à tel point que nous avons décidé d'aménager ensemble dès la fin de la semaine. Je suis donc partie de chez moi, ne prévenant personne ou presque. Les gens ont appris au fur et à mesure que j'avais déménagé pour que personne ne puisse me faire douter que ce soit une bonne idée. Jordan et moi vivions une idylle comme il en existe peu. Quelques mois après mon arrivée, une fois mes repères pris dans la ville, je commençais à chercher un travail. Ce n'était pas pour l'argent, car Jordan gagnait très bien sa vie, mais plus pour me construire une nouvelle vie sociale. Je devins donc serveuse dans un grand restaurant du centre-ville. L'équipe était vraiment sympa et je me suis vite fait de nouveaux amis. Néanmoins, un détail me chagrinait, la plongeuse. Une dame d'une 50aine d'années, assez étrange, avec son tablier noir. Elle était traitée comme une paria dans l'établissement. Il est vrai qu'elle n'était pas très agréable. Elle répondait sèchement à mes bonjours et filait aussi vite que le vent à peine son travail terminé, sans jamais prendre le temps d'échanger quelques mots avec qui que ce soit. Mes collègues m'ont prévenu qu'elle était un peu spéciale. Elle récupérait les fins de mégots des clients dans les cendriers et avait réservé un casier spécialement pour elle, et gare à celle qui oserait y mettre ses affaires. Tout ce qu'on savait à propos d'elle, c'est qu'elle avait un contrat de travail spécial pour travailleurs handicapés. J'ai travaillé avec des personnes au handicap invisible suite à un traumatisme crânien, et je voyais de grandes similitudes avec mes anciens patients. Je décidai donc de redoubler de gentillesse et de m'intéresser un peu à elle, prenant en pitié cette pauvre femme que tout le monde rejetait. Le matin, en plus de lui dire bonjour, je lui demandais comment ça allait, je lui souhaitais bon courage pour la journée. Ces simples petites attentions ont suffi à la dérider et elle a commencé à se joindre à l'équipe pour le repas, puis à rester discuter quelques minutes après le service. Un jour, elle a même demandé mon numéro de portable pour prendre des nouvelles en dehors du travail. J'étais touchée de l'avoir aidée à se sociabiliser, comme ça, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Puis mon Facebook. Elle m'écrivait beaucoup sur ses jours de repos. Ça a commencé par un texto dans le week-end pour prendre des nouvelles, puis un chaque jour du week-end. Elle aimait toutes mes publications Facebook, commentait toutes les photos. Puis elle m'écrivait 3, 4, 5 textos par jour, même les jours de travail. Elle m'appelait ma princesse et me disait tous les jours que je lui manquais. Mais on s'est vu aujourd'hui et on se revoit demain, t'inquiète pas, je lui ai répondu en puisant toujours plus profondément dans mon puits à patience. La situation commençait à agacer Jordan qui voyait bien que ce harcèlement me pesait de plus en plus. Il m'a conseillé de lui parler, de lui dire d'arrêter de m'écrire sans arrêt. Le lendemain, j'étais bien décidée à mettre les choses au clair. À la fin du service, nous n'étions plus que toutes les deux dans le vestiaire. J'ai pris mon courage à 2 mains. Mais avant que le moindre mot ne sorte de ma bouche, elle se tourna vers moi et me tendit un objet, un grand sourire sur le visage. J'ai pris l'objet et je le regardais. C'était un porte-clés métallique rectangulaire, rose, sur lequel on pouvait lire « À ma meilleure amie pour la vie ». Les 3 derniers mots étaient soulignés par un épais trait noir. Je regardais l'objet, ne sachant pas quoi dire. Quand j'ai relevé la tête, elle était partie. En rentrant à la maison, j'ai raconté cet épisode à Jordan qui était tout aussi stupéfait et méfiant que moi. Cours de la soirée, je reçois un nouveau texto de la part de la plongeuse. J'ai voulu l'ignorer, mais mon téléphone m'indiquait qu'il s'agissait d'une photo cette fois. J'ouvris donc le message et j'ai eu un haut le cœur. Sur la photo, on pouvait voir une chambre, un lit, et sur celui-ci, la plongeuse à 4 pattes, nue et écartant les jambes.
son intimité face à l'appareil. Je jetais mon téléphone comme s'il m'avait mordu. Jordan, surpris de ma réaction, regarde à l'écran et une grimace si vilaine s'est dessinée sur son visage que j'en explosais de rire. Après quelques minutes de fou rire nerveux, Jordan me dit d'un ton ferme « Bon, cette fois ça va trop loin. T'es trop gentil pour lui dire ce que tu ressens. Vraiment, ça la blesserait. Mais là, c'est la photo idéale pour dire que c'est moi qui veux que votre amitié prenne fin. Fais-moi endosser le mauvais rôle, ça devrait la calmer. » Après avoir approuvé l'idée, je jetai de dégoût le porte-clés à la poubelle et partis me coucher. J'ai mal dormi cette nuit-là, la plongeuse avec son tablier noir et ses cheveux argentés hantaient mes rêves. Le lendemain, je décidai de lui parler franchement. La discussion fut brève. Je lui dis que Jordan n'était pas content, qu'il voulait qu'on ne se voie que comme des collègues dorénavant, ce que je pensais aussi être le mieux. Elle partit sans un mot, j'espérais qu'elle comprenait. Mais ses espoirs ont été anéantis lorsque le soir je reçus de nouveau 3 SMS. Tous disaient la même chose. « Vivement qu'on se revoie demain, tu me manques ma princesse. » J'ai décidé que ça en était assez. J'ai préparé ma lettre de démission et je l'ai soumise à mon directeur dès le lendemain matin. Il n'était pas très content, surtout que je parte sans préavis. Mais c'était trop pour moi, je n'en pouvais plus. Je changeais de numéro de téléphone, je bloquais la plongeuse de mon Facebook. Les semaines qui suivaient, j'avais la sensation de la voir partout, comme dans les films, quand le méchant disparaît après le passage d'un bus. Mais un soir, alors que je m'apprêtais à fermer les volets du salon, je la vis. J'étais sûre que c'était elle. Même dans le noir, je reconnus ses cheveux argentés et son tablier noir. Mais bien entendu, le temps que je tourne la tête pour appeler Jordan et lui dire de venir voir, elle avait disparu. D'après lui, je devais retrouver un travail rapidement car l'inactivité me rendait parano. Il n'avait pas tort à mon sens. Je retrouvais un travail de vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, le plus loin possible du restaurant. Plusieurs semaines passèrent et je commençais à me sentir un peu mieux. Je ne voyais plus la plongeuse à chaque coin de rue et la vie a repris son cours, tranquillement, pour notre plus grand bonheur. Nous voulions maintenant nous acheter une petite maison en banlieue et fonder une famille l'année suivante. Un soir, je devais rester tard au magasin pour faire l'inventaire. Jordan se levait tôt le lendemain pour un rendez-vous très matinal. Je ne fus pas étonnée de le trouver couché à mon retour à la maison. Après une bonne douche, je me suis glissée dans le lit et le plus discrètement possible pour ne pas le réveiller. J'ai tout de même perçu un mouvement. « Pardon mon cœur, je voulais pas te réveiller. Bonne nuit. » Alors que je refermais les yeux, j'entendis « Bonne nuit ma princesse ». Mon sang ne fit qu'un tour. Mes yeux s'écarquillèrent dans le noir sous l'effet de la poussée d'adrénaline. Je fis volte-face et vis la plongeuse allongée dans le lit près de moi, ses cheveux argentés brillants à la lumière d'un réverbère entre les volets. Elle me regardait avec un grand sourire et me dit « On peut être ensemble maintenant ma princesse, tu m'as manqué ». Là, je vis son bras se lever et aperçus une masse noire au bout. Je pris conscience qu'il s'agissait de la tête de Jordan dégoulinante de sang, tachant les draps. Avec un hurlement, je me précipitai hors du lit et courus à travers la chambre. Mon pied glissa sur un liquide chaud et j'atterris contre le mur. Malgré la douleur me lançant dans l'épaule, je continuai ma course jusqu'à la porte d'entrée. Sur le palier, la voisine avait ouvert sa porte, alertée par mes cris. Je m'engouffrai dans son appartement et fermai la porte ainsi que les verrous. Me laissant tomber sur le sol en position fétale, et pleurant toutes les larmes de mon corps, je n'avais pas encore conscience d'être couverte du sang de l'homme que j'aime. La voisine appela la police, mais à leur arrivée, la plongeuse avait disparu. Elle n'était pas non plus chez elle et elle n'était jamais revenue travailler au restaurant. Elle s'est littéralement volatilisée. J'ai quitté le pays, parti à des milliers de kilomètres de tout ce que j'ai pu connaître de près ou de loin dans ma vie. J'ai même dû apprendre une nouvelle langue pour reprendre ma vie de zéro et tourner la page. J'ai changé de nom, de numéro, de coupe de cheveux, j'ai même fait un peu de chirurgie esthétique, histoire de devenir réellement une nouvelle personne. Aujourd'hui, ça va mieux. Je sens que je suis prête à reprendre une vie normale. J'ai même fait les courses aujourd'hui, après des mois de livraison à domicile. C'est un beau progrès. En arrivant devant ma porte, je cherche mes clés, ouvre et marche sur quelque chose tombé sur le paillasson. Je pose donc mes sacs dans l'entrée et me tourne vers la porte. En baissant les yeux, je m'aperçois qu'il s'agit d'un porte-clés métallique rectangulaire, rose, et sur lequel il est inscrit « À ma meilleure amie pour la vie ». Ces 3 derniers mots soulignés d'un épais trait noir.
Je me suis réveillé sur un sol froid. La sensation de glace humide sur mon visage était juste ce qu'il me fallait pour me sortir de mon sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de rêver? Je me levais lentement alors que ma vision floue s'atténuait en une scène bizarre. Je ressentais une douleur aux fesses et mes genoux étaient trempés. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Consterné par la vue devant moi. J'étais dans une petite patinoire de hockey avec une ouverture à une extrémité. Un tapis rouge bordait des escaliers à l'entrée de celui-ci, avec des bonbons en plastique géants à chaque rangée. Un homme habillé en Père Noël était assis devant une fausse maison en pain d'épices, fumant un cigare. Il l'a tapoté pour retirer la cendre avant de parler. On dirait que notre petit homme est prêt pour le spectacle. Dit-il avec un gros rire venant de son ventre. Il y avait un homme maigre, habillé en elfe, enchaîné à sa chaise, émacié de poche sous ses yeux injectés de sang. Il avait l'air maladif et frissonnant. Il était silencieux avec un regard vide rayonnant de son corps pâle. J'ai trébuché pendant une seconde sous le seul projecteur qui a créé un anneau d'attention autour de moi. Le reste de la patinoire était enveloppé d'ombre. J'ai regardé mes pieds nus, puis j'ai aperçu ce que je portais. Un putain de costume de patineur artistique. J'ai ressenti le même sentiment que précédemment, cette fois avec un soupçon de peur. Non, crainte et terreur. J'ai crié « C'est quoi ce bordel ?» Non, de fureur. J'ai essayé de me diriger avec beaucoup de difficulté vers l'homme étrange habillé de manière festive. Dit-il en agitant un doigt. Une bouteille égarée a volé d'un côté de la patinoire. Elle s'est écrasée au-dessus de ma tête, envoyant du verre et du sang partout, et je suis retombé sur la glace. Ça faisait mal. J'ai regardé d'où venait la bouteille alors que du sang coulait de mon front dans mes yeux. Cela ressemblait à quelqu'un portant un masque de cochon dans l'ombre. Un masque vraiment, vraiment réaliste. En fait, il y en avait une foule entière. J'ai tourné la tête pour regarder autour de moi. La patinoire entière était entourée de ces monstres masqués par des têtes de cochon. Il devait y en avoir au moins une centaine. Ils avaient l'air de garder avec eux plus de bouteilles et de nourriture pourrie. Avec d'autres éléments aléatoires qui constituaient essentiellement des déchets, les tenant avec leurs sabots crasseux. Le Père Noël en train de fumer a stoppé mon scan déconcerté du public. Tu ferais mieux de danser, sinon tes fans pourraient devenir indisciplinés. Il laissa échapper un autre rire chaleureux avant d'écraser son cigare sur le bras de l'elfe. Il fit un petit crépitement bouillonnant. Il n'y a pas eu de réaction. Un des porcs a jeté une poignée d'ailes de poulet moisies sur la glace. Un autre a acheté une vieille couche. J'ai esquivé 2 autres bouteilles de bière avant de me relever, sous une douche de verre. La puanteur de la moisissure et de la bière tiède remplissait l'air. J'ai crié « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'homme déguisé en Père Noël tendit la main, tandis que l'elfe lui passait un cigare frais. Le faux Père Noël l'a giflé sur le visage parce que l'elfe ne l'allumait pas assez rapidement. L'elfe chercha un briquet et tendit la flamme pour que le Père Noël puisse l'allumer. C'est mon cadeau pour toi, pour être toujours aussi aigri pendant les vacances. Nous avons tous besoin d'un rappel pour changer nos habitudes. Dit-il en expirant de la fumée dans les yeux de l'elfe. Que se passait-il? Comment suis-je arrivé ici? J'esquive une autre bouteille, puis secoua la tête. Bon, c'est la merde. Je me suis retourné en faisant un cercle, gagnant leurs applaudissements. Quand j'essayais de danser discrètement vers le gros homme, il me jetait des ordures et des bouteilles. J'ai fait de mon mieux pour éviter de marcher sur du verre brisé. Et j'ai échoué. Des éclats de verre brun sale ont tranché mes pieds, me faisant grimacer et me mettre à genoux. La sensation de minuscules morceaux de verre qui se brisaient et craquaient dans mes talons et mes genoux était atroce. Ça me brûlait et démangeait. La foule m'a jeté de vieux spaghettis et des tranches de pain vert détrempées sur le visage. Une tomate à moitié pourrie manquait à peine ma bouche. Il y avait des mouches qui commençaient à faire le tour des piles en décomposition alors que les asticots se tortillaient. La vue me faisait parfois défaut. J'ai essayé de danser à nouveau sur mes pieds qui saignaient, mais la démangeaison brûlante en séquence ainsi que la douleur aiguë étaient trop fortes. J'ai encore trébuché. Alors l'un des porcs a jeté de la litière pour chat directement dans mes putains d'yeux. La puanteur écrasante de l'ammoniaque m'a fait tousser et m'a tellement dégoûté que j'ai vomi sur la glace et sur mes pieds. Putain de merde! Hurlai-je en me traînant sur mes orteils mutilés. Je me couvris le visage et me dirigeai misérablement vers l'hôte tordu. Il laissa échapper un rire joyeux puis attrapa l'elfe par l'arrière de la tête avec une poignée de cheveux. J'ai été bombardé de bouteilles et d'ordures. Boîtes de thon dentelées et papier toilette. Hamburgers crus et fromage bleu. Tampons usagés et hamburgers à moitié mangés recouverts de touffes de cheveux mouillés. Le Père Noël appuya agressivement la braise de son cigare dans l'œil de l'elfe qui se tordit et se mordit la langue pour arrêter de gémir. Je suis arrivé aux marches alors que la foule jetait progressivement des ordures de plus en plus dégoûtantes sur mon chemin. Du verre jonchait toute la patinoire.
laissant derrière moi un chemin particulièrement irrégulier. Le Père Noël a tiré sur l'elfe au visage. J'ai trébuché à la vue soudaine de son arme. Transpercé et mortifié par la matière cérébrale et le sang qui souillait maintenant le pain d'épices. C'est le jeu auquel tu voulais jouer, non? Le Père Noël se moqua, tenant toujours l'elfe mort par l'arrière de sa tête affaissée. Le putain de malade a utilisé son pouce et son index pour déplacer les lèvres du cadavre. Je n'ai pas pensé aux conséquences de mes actions. A-t-il dit en imitant une marionnette. Il laissa l'elfe tomber sur ses pieds puis pointa le pistolet sur moi, me faisant signe de revenir vers la glace avec. Montre-moi si t'es digne, gamin. Comme tu peux le voir clairement, j'aurais besoin d'un nouvel elfe la veille de Noël. A-t-il dit en donnant un coup de pied à l'elfe mort au visage. Va te faire foutre! Je peux pas danser sur cette merde! Répondis-je en faisant un geste vers le champ de verre et d'ordures. Et je ne veux pas être ton putain d'elfe! C'est obéir ou mourir, petit danseur! Dit-il, avant de me tirer dessus. Il a coupé l'intérieur de ma cuisse, me faisant tomber sur le tapis. J'ai grogné et crié d'agonie. J'ai hurlé de douleur, dégoûté. Mais c'est quel genre de connerie pornographique de torture? J'ai regardé la foule qui continuait à acheter des ordures et des bouteilles dans l'arène glacée. J'étais étourdi et terrifié, dégoûté et nauséeux. Je n'ai jamais imaginé un scénario plus tordu. Où diable étais-je? Pourquoi se passait-il cela? À moi? Ma vie valait-elle vraiment la peine d'être sauvée en cédant à cette folie, seulement pour gagner l'opportunité de me retrouver comme cet elfe abusé? Non. Je l'emmerde. J'ai choisi de mourir. Je roulais sur le dos et attendis le coup fatal. J'emmerde l'idée de céder à ce psychopathe, et j'emmerde Noël. On n'est même pas en décembre. Une idée étrange s'est frayé un chemin hors de mon subconscient à cette ligne de pensée. Attendez. Comment je le sais? Et qui suis-je censé être de toute façon? Pourquoi je m'en souviens pas? J'entendis les lourdes bottes noires craquer lentement vers moi. J'ai levé les yeux alors qu'il déposait une boîte sur ma poitrine. Un papier d'emballage rouge avec un ruban vert. Je fixais des poignards dans ses yeux malveillants et joyeux. Il s'est agenouillé et a enfoncé le pistolet dans ma tempe. Je lui ai donné le doigt. « Il suffit de tirer, connard! Je danserai pas pour toi !» Il a retiré le ruban et a déchiré le papier, jetant le contenu sur moi. C'était plein d'araignées. J'ai sauté en arrière par réflexe et je les ai frottées pour qu'elles s'en aillent. La boîte s'est renversée, libérant plus d'arachnides grimpants, ainsi qu'un revolver. J'ai plongé pour l'attraper alors qu'il retournait à son siège. J'ai rapidement cherché à le viser et j'ai commencé à tirer. C'était des balles à blanc. Cela ne fonctionne que dans un sens. Joyeux Noël, Louis. J'ai commencé à pleurer. Je voulais pas lui donner satisfaction, mais mes larmes coulaient comme de la nourriture pourrie de la foule. Est-ce que je dors? Cela doit être un cauchemar. Pourquoi est-ce que je me souviens pas comment je suis arrivé ici ou qui je suis? Cela peut pas être réel. La patinoire entière a éclaté de rire comme la plus puante des bennes à ordures. Le bruit des mouches était accablant, assourdissant. La chaleur lancinante de mes pieds qui me démangeait me rendait malade. J'avais l'impression que j'avais besoin de peler la chair pour arrêter la brûlure. J'ai tenu le revolver contre ma tête, mais je n'ai pas eu le courage d'y mettre fin. Qu'est-ce que j'étais censé faire ici? Dernière chance de danser, poule mouillée. Ou quoi? J'ai crié d'horreur et de misère, masqué par la peur et la douleur. Va te faire foutre! Un pur venin émotionnel qui ne pouvait pas être correctement transmis avec de simples jurons. En un instant, il m'arracha violemment du sol. J'ai battu et griffé son visage alors qu'il me traînait sur la glace. Il me maîtrisait complètement. Il n'y avait pas d'échappatoire à cet horrible cauchemar auquel j'étais maudit de succomber. Il m'a jeté à l'envers sur du verre brisé et a refusé. J'ai crié de pure agonie alors qu'il glissait vers moi sur la glace, puis me tira par les poignets. Je suis allé chercher son entrejambe, mais il m'a rapidement fait pivoter avec une violence gracieuse qui m'a envoyé tomber sur les fesses et sur des éclats plus infectés de misère sanglante. J'ai cherché dans le tas d'ordures pour le pistolet. Il a sauté rapidement sur moi et a atterri directement sur mon poignet, le démolissant avec 130 kilos de bottes noires. J'ai hurlé. Le Père Noël t'a déjà donné un cadeau. J'ai essayé de me balancer pour le faire trébucher, mais mon corps était tellement hagard et affaibli, rempli de douleurs et de verres brisés, infecté par le contact avec de la viande en décomposition et des moisissures. Partout des démangeaisons et des brûlures. Je n'ai jamais regretté de ne pas me tirer une balle dans la tête autant qu'à ce moment-là. « S'il vous plaît !» dis-je en demandant le pistolet. Eh bien, Le Père Noël caressa pensivement sa barbe sanglante. c'est Noël après tout. Déclara-t-il, incorrectement, descendant de mon poignet brisé. Il m'a donné un coup de pied avec l'arme, ainsi qu'une petite montagne d'os de poulet et d'asticots. Je me suis roulé sur le côté pour l'attraper et j'ai mis le métal sale et piquant dans ma bouche. J'ai regardé l'image déformée de moi-même dans l'eau fondue qui s'était formée autour de moi, remplie de saleté, tachée de crasse, des larmes coulant de mes yeux maintenant injectées de sang. J'ai appuyé sur la détente, alors que la sensation d'un feu vide me brûlait au fond de la gorge.
comme si quelqu'un avait placé un chalumeau dans mon cou. J'ai senti le sang le plus chaud pleuvoir dans ma bouche, alors que l'air exposé piquait ma blessure. Bravo, Louis. Bégaya le Père Noël par derrière, dans son reflet, avec un impact de balle frais dans son front, du coup qui venait de quitter ma gorge. Les côtés de ma vision se noyaient rapidement dans le noir, tandis que je me noyais rapidement dans mon propre sang. Au pire, il y a toujours l'année prochaine. Dit-il en tombant en arrière, alors que les cochons commençaient à sauter par-dessus les côtés pour se régaler de son cadavre. Il s'est tiré dessus lui-même dans un de ses réservoirs de privation de sommeil. Quoi ? Il l'a fait au centre d'analyse. Ils l'ont laissé entrer là-dedans avec ce genre d'affaires. Il a dû le cacher, probablement. Attendez. Non, Bordel. non. J'ouvris faiblement les yeux, regardant autour de moi la chambre d'hôpital. Je sais pertinemment que je n'ai jamais été dans un réservoir de privation de sommeil. Et les gens n'emballent pas de cadeaux pour les victimes par balle. Ils leur donnent des fleurs, pas des cadeaux de Noël. Mais je suis habitué à des choses qui n'ont pas de sens pendant que les gens me surveillent pas. On est en plein milieu de novembre. Ma table est recouverte de papier d'emballage brillant et de rubans rouges. Ce n'est pas toujours Noël. Parfois c'est Pâques ou la Saint-Valentin. Une fois c'était Halloween. Mais cela arrive toujours un jour au hasard. Jamais les vacances proprement dites. Chaque année, putain. Quand ça arrive, je me souviens de rien. Mes souvenirs et mon sens sont comme arrachés de mon cerveau. Mais voilà, je me réveille à l'hôpital avec une autre tentative de suicide ajoutée à mon dossier. Chaque année, comme une horloge. Et ils se demandent pourquoi je déteste les vacances. J'ai récemment quitté mon ancienne maison, et juste avant de partir, j'ai trouvé cette lettre. Elle était dans mon garage, dans un aquarium vide que je comptais donner. Je sais pas qui l'a écrite et je sais pas quoi en faire, alors je vais vous la lire. J'ai décidé de t'écrire cette lettre, juste au cas où tu la trouverais. Peut-être que ce sera le cas ou pas. Dans les deux cas, je serai quand même heureux. Je comptais pas spécialement prendre contact avec toi. Enfin, j'avais prévu de le faire au début. Mais bien sûr, j'avais pas non plus prévu ton départ. Alors, maintenant que je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps ensemble, je me suis dit que ça pourrait être une bonne façon de te dire au revoir. J'ai bien pris soin de toi. Je vais essayer de rester modeste, mais je pense pas exagérer en disant que je me suis vraiment super bien occupé de toi. J'étais toujours là pour toi. Quand tu étais malade, quand tu étais déprimé, et bien sûr tous les autres jours. C'était d'ailleurs ces jours-là où tu avais le plus besoin de moi, je pense. Je t'en ai même pas voulu quand t'as failli me trouver et que t'as appelé la police. J'ai été blessé, c'est sûr, mais j'essaie de laisser le passé derrière moi. Et je suppose que c'est en partie ma faute de toute façon. J'essayais de me souvenir de fermer la fenêtre à chaque fois que j'entrais ou que je sortais de chez toi, mais j'avoue que j'ai été négligent de temps en temps. Je l'ai laissée ouverte seulement pour faire entrer un peu d'air frais pendant ton absence, mais j'ai oublié de la fermer avant que tu rentres à la maison. C'était une erreur d'inattention, et tu remarqueras que je l'ai jamais répété. Mais appeler la police pour ça était un peu excessif, tu crois pas ? Aucun mal n'a été fait, et tu ne m'as jamais trouvé. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il s'agissait d'un abus de confiance. Cependant, il y a eu du bon dans tout ça. J'ai décidé d'éviter autant que possible de quitter la maison à partir de ce moment, ce qui m'a permis de passer plus de temps avec toi. Je suis désolé, je comptais pas parler autant de ça. Et comme je l'ai dit, j'essaye de pardonner et d'oublier. Alors je vais juste te dire que je suis désolé de t'avoir fait peur. Est-ce que tu sais que tu avais des souris dans ta maison ? Je doute que oui. Je sais à quel point tu détestes les rongeurs, et que tu aurais fait quelque chose si tu t'en étais rendu compte. Mais je m'en suis débarrassé pour toi, et tu ne l'as jamais su. Et c'est ça qui me plaît le plus. J'aime quand je garde l'environnement sous contrôle et que je peux vraiment voir comment tu es quand t'es tout seul. Est-ce que tu sais que t'as laissé 3 fois ton poêle allumé en quittant la maison ? J'ai dû l'éteindre pour toi. Voilà à quel point je suis un bon ange gardien. Tu n'as d'ailleurs jamais pensé à nettoyer le filtre de ton sèche-cheveux. Je devais le faire aussi, je te jure, c'est comme si t'essayais de brûler ta maison. Mais plus encore que les tâches classiques de routine, je t'ai donné à manger. Quand quelque chose dans ton frigo arrivait à expiration, je le remplaçais. C'est marrant, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit que t'allais t'en rendre compte. Mais ça n'a pas été le cas.
J'ai commencé petit, en plaçant seulement 2 ou 3 trucs que t'étais pas susceptible de vérifier. Et puis inconsciemment, t'as commencé à considérer comme acquis que ta nourriture était toujours bonne. C'était un processus progressif, mais franchement, j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle tu t'étais adapté. C'était l'un de mes moments préférés, te voir devenir dépendant de mes soins sans jamais le savoir. C'était le genre de choses qui me rendaient toujours le plus heureux. Je nettoyais les sols, je donnais de l'eau à tes plantes. J'ai même fait la vaisselle une fois. Tu le faisais habituellement tous les soirs, mais une fois tu as oublié. Alors je l'ai fait pour toi. Tu t'en es pas rendu compte non plus. J'ai vraiment pris bien soin de toi. Alors pourquoi est-ce que je me suis jamais montré ? Pourquoi est-ce que j'ai pas cherché à m'attribuer le mérite pour mes actions ? Eh bien, c'était pas parce que je pensais que tu serais furieux par le fait que je vive dans ta maison, bien que cela m'ait traversé l'esprit après que t'aies appelé la police à propos de cette fenêtre ouverte. Je suis désolé de remettre ça encore sur la table, mais c'était vraiment déplacé de ta part. Enfin bref, je me suis jamais montré parce que je voulais t'observer. Je voulais t'observer dans un cadre complètement neutre. Si t'avais su que j'étais là, ça aurait pas été pareil. Toi et moi, on a une relation très proche, et je voulais pas la gâcher en introduisant des échanges supplémentaires. Tu as un aquarium dans ton salon. Tu t'occupes des poissons. Enfin, à vrai dire, je m'occupe des poissons. Tu continues à oublier de les nourrir. Mais bon, prétendons pour cet exemple que tu t'en occupes. Eh bien, que font tes poissons en retour ? Ils vivent. Bien sûr, ils ne vivent pas de la même façon qu'ils le feraient dans la nature, mais ils ne le savent pas. C'est un peu comme ça entre toi et moi. Je m'occupe de toi et je demande rien en retour. Je regarde juste. J'ai tellement appris sur toi pendant tout ce temps. Je connais tes traits les plus évidents, ainsi que les moindres petits détails. Je sais comment tu agis, comment tu penses. Je sais où tu irais me chercher dans ta maison et où tu n'irais pas. C'est cette compréhension qui m'a permis de prendre encore mieux soin de toi. J'ai appris à te suggérer des choses, à planter des idées dans ton esprit avec une parfaite subtilité. J'ai remarqué ce moment où tu te sentais seul, et j'ai décidé que tu avais besoin d'un chien. Je savais que tu avais déjà eu un chien auparavant, et je savais que chaque année, tu sortais un sapin de Noël d'un placard que tu n'ouvrais quasiment jamais. J'ai donc mis la vieille laisse de ton chien dans le placard, là où tu la verrais en sortant ton sapin, juste pour t'aider à te souvenir. Bien sûr, c'était pas suffisant pour que tu prennes la décision d'adopter un chien, mais c'était une accumulation de choses comme ça. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, mais ça a marché, n'est-ce pas ? Et je m'occupe aussi de ton chien. J'ai toujours été là pour te guider dans la bonne direction et te faire faire ce qui était le mieux pour toi. Je t'ai aidé à décider quoi porter, où aller, qui étaient tes amis, et toutes sortes de choses. J'ai pris soin de toi. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je sais que tu vas bientôt déménager. C'est une fin un peu amère pour une si belle relation, mais je sais que notre temps est écoulé. J'ai envisagé de déménager avec toi, mais pour être honnête, je pense avoir appris tout ce qui était possible d'apprendre sur toi. J'espère que tu le prends pas mal, mais je crois que je commence à m'ennuyer un peu. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, en guise d'au revoir, je vais cacher cette lettre quelque part. Je connais la plupart des endroits où tu tomberais dessus et ceux où ce serait pas le cas. Mais je vais faire de mon mieux pour trouver un endroit pour lequel je suis pas sûr que tu vas regarder. Comme je te l'ai dit, je te connais. Alors regarder si tu vas trouver ou pas cette lettre, et voir comment tu vas réagir si tu la trouves sera une dernière surprise pour moi. J'espère que tu apprendras à prendre soin de toi sans moi. Et merci pour tous les bons moments que nous avons passés. Affectueusement, ton ange gardien. Ceci est un document retraçant ma nuit. Cette nuit. Je ne sais pas quand je vais le publier. Peut-être quand je déciderai de partir. J'ai une application de dictée vocale. Je vais pouvoir continuer à mettre à jour ceci. Toutes mes excuses si quelque chose semble bizarre. Je dois chuchoter. Je me trouve devant le bureau où j'ai rencontré Gary Swift pour la première fois. Cela fait des années que personne n'est venu ici. Les murs tiennent assez bien depuis que cet endroit a été abandonné. Mais le toit a définitivement connu des jours meilleurs. Le camp Meadowbrook a été ouvert et fermé, rénové et rouvert. Puis fermé encore et encore et encore depuis 1984. Assez approprié pour un endroit que l'enquêteur de Trenton a autrefois surnommé le camp de la mort. Depuis que j'y étais, ils ont refait les lieux. Plusieurs chalets ont été démolis et reconstruits, ou repeints pour être complètement différents. Si je me souviens bien, la dernière fois qu'ils avaient prévu de le rouvrir, ce n'était pas du tout un camp d'été.
Ils avaient un plan fou pour en faire un centre de réadaptation. Heureusement, aucune tragédie n'a conduit à l'échec de ce plan. La société de gestion a tout simplement manqué d'argent et abandonné le projet. Merci Seigneur. C'est tout ce dont un groupe de toxicomanes a besoin. Être coincé au milieu des bois, entouré des souvenirs de tous les enfants assassinés ici. Je suis au bord du lac maintenant. C'est là que j'ai trouvé le premier corps. Le petit Jimmy McLean, 9 ans. Nous pensions qu'il s'était retrouvé pris sous une branche d'arbre tombée en sortant à la nage. À l'époque, nous n'avions aucune idée de qui était Christopher Carter, l'homme vivant dans les bois. Nous ne savions rien de lui, de sa vie, ni du fait qu'il nous observait depuis une semaine entière. Nous ne savons toujours pas ce qui a fait craquer l'homme. Carter était le genre de personne que vous appelleriez de nos jours un survivaliste. Je ne pense pas que nous avions ce terme à l'époque. Si nous l'avions, je n'en savais rien. Il avait vécu dans ces bois pendant près d'une décennie, chassant sa nourriture et restant à l'écart des gens. Il connaissait très bien ce lac, et il avait clairement développé sa capacité à retenir son souffle sur une longue période de temps. Jimmy McLean, grand pour son âge mais désespérément maigre, n'a eu aucune chance. Je me tiens dans l'un des bâtiments les plus récents. C'est un dortoir avec salle de bain et douche intégrée. Nous n'en avions pas à mon époque. Nous avons dormi dans une cabane et pris une douche dans une grande installation de l'autre côté du camp. Je ne sais pas si ce bâtiment est toujours là. Je vais devoir le vérifier plus tard. Je devrais probablement expliquer ce qui se passe, au cas où les gens seraient confus. Le camp Meadowbrook est une zone fortement surveillée. Les Rangers patrouillent ici constamment, tout comme le service de police local. Mais pas maintenant, cependant. En raison de l'ordre de confinement du gouverneur, la moitié du département des parcs a été congédiée et la plupart des flics ont été affectés dans les zones résidentielles de la ville. Il y a des patrouilles occasionnelles, mais rien que je ne puis éviter. J'ai peut-être l'air d'une vieille fille, mais je suis vite debout. Je m'entraîne pour ce soir depuis que je suis adolescente. Je suis dans le dortoir des filles. Pas le nouveau, mais celui dans lequel j'étais. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Chris Carter. Il portait des vêtements de camouflage, mais je pouvais le voir par le mouvement de son corps et par la façon dont la lune brillait sur son masque de cuir noir. J'hurlais. Mon amie Kirsty a essayé de me calmer, mais elle ne m'a pas cru quand j'ai dit que j'avais vu un homme masqué se promener. Elle m'a dit d'aller dormir. Kirsty. J'essaie de me rappeler à quoi ressemble son visage, mais la seule chose qui me vient à l'esprit est la vue de sa tête coupée, assise sur le sol de la douche. Je me souviens que Kirsty était belle, mais je me souviens pas à quoi elle ressemblait. C'est drôle ce que l'âge nous fait. Je suis au fond de la cabane. Je viens de voir un véhicule de patrouille passer. Je ne sais pas si c'était un flic ou un garde forestier. Trop sombre pour voir les écritures sur la voiture. Il ne pourrait pas aider de toute façon. Il a fallu plus de 6 policiers pour abattre Carter cette nuit-là. Je pense pas qu'une petite voiture de patrouille ferait une différence. Il a été déclaré mort cette nuit-là, après avoir assassiné 16 campeurs, 7 conseillers, et pendu Gary Swift à un arbre par ses propres entrailles. Pauvre Gary. Il n'a jamais vraiment aimé le plein air, mais la gestion d'un camp d'été allait faire partie d'un programme d'expérience de travail pour son université. Il avait un bel avenir devant lui dans les études organisationnelles. Carter a cependant empêché cela. Cet arbre a été démoli lorsqu'ils ont décidé de rouvrir près de 6 ans plus tard. Ils ont détruit des cabanes, nettoyé un tas de bois et construit d'autres cabanes. Camp Meadowbrook était de retour en affaires. Moins d'une semaine plus tard, cependant, il est revenu. Les nouveaux conseillers et les nouveaux campeurs ne l'ont jamais vu venir. Comment même pourraient-ils l'imaginer ? Carter était mort. Carter n'était pas du tout mort. Il a fallu une nuée de flics cette fois, et même là, il semblait impossible à arrêter. Ils l'ont finalement abattu lorsqu'un officier désespéré l'a frappé avec sa Jeep. La controverse a fait rage pendant des semaines. Christopher Carter avait été tué et enterré en 1986. Comment était-il revenu et tué à nouveau ? Apparemment, la paperasse avait été truquée. Le travail avait été à moitié bâclé et le mauvais corps avait été enterré dans la mauvaise tombe. Carter était sorti de la morgue de l'hôpital d'Ingley sans que personne ne s'en aperçoive. J'habitais en Californie quand j'ai vu le reportage à la télé. J'ai éteint mon téléviseur et me suis rendu dans un établissement de santé mentale. J'y suis resté 3 ans. Je me tiens devant une cabane que je n'ai jamais vue auparavant. Je pense que cela a peut-être été l'un des ajouts de la 3e fois qu'ils ont essayé de rouvrir le camp. Ils ne sont même pas arrivés au jour de l'ouverture cette fois-là. 2 semaines avant l'arrivée des premiers campeurs, l'une des cabanes a été incendiée. Elle a brûlé au sol au beau milieu de la nuit. Quand, dans les restes, les flics ont trouvé un masque en cuir noir, ils ont supposé que cela avait été fait par un voisin, furieux de cette nouvelle tentative de rouvrir le camp de la mort, source de tant de misère et tant de douleur. Je le sais mieux que quiconque. J'ai tellement perdu ma vie dans cet endroit où j'y ai passé moins d'1 mois. La peur, les cauchemars constants,
Malgré la meilleure tentative d'essayer de vivre une vie normale, j'ai toujours été hanté. Les visages et les yeux vides et morts de ces campeurs me regardent dans chaque ombre la nuit. Je vois ce masque en cuir noir et sans traits dans chaque coin sombre. Je peux plus le supporter. Je sais qu'il est toujours là-bas, quelque part, dans les bois. Ces bois. C'est pourquoi je suis ici. Nous avons tous les deux des choses à régler. Moi ou toi, Chris. Je l'ai vu. Je l'ai vu passer par la fenêtre tout à l'heure. Il sait que je suis ici maintenant. Et je sais qu'il l'est aussi. Je pense que je peux l'entendre, traînant ce pied gauche criblé de balles derrière lui. J'ai attendu cette nuit toute ma vie. Planification, entraînement. Je suis un crack et il n'utilise jamais d'armes. Je suis prêt, Christopher. Viens me chercher. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toi, Indigo. Bonsoir, Yop. Tu vas bien? Bah écoute, moi ça va très bien, merci. Ça va aussi? Ouais, impeccable. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On voudrait commencer par remercier tous les auteurs, et plus particulièrement Alexia. Alexia qui est une Adados, qui nous a envoyé l'histoire de la plongeuse, donc la toute première histoire de l'épisode. C'est ça. Et donc merci beaucoup Alexia. Félicitations, Alexia, tu gagnes un porte-clés rose rectangulaire. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui avons lu cette histoire, c'est Emeline. Oui, tout à fait. Que vous avez d'ailleurs déjà entendu dans un Quick Slip précédemment. Exactement. Ouais. C'est cool ça d'ailleurs. Bah franchement, ça fait toujours plaisir d'entendre d'autres voix, je pense, que les nôtres. Ouais, Parce que à carrément. un moment donné, voilà, Yop, Indigo, Yop, c'est lassant un peu. Ça va. On essaie de ramener quelques guests. Bon, ça va peut-être un petit Carrément. peu être plus compliqué pour les prochains épisodes, parce que là, avec le confinement, Oh, je clairement. sais pas si on aura des guests. Ouais. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de recevoir des gens. Et d'ailleurs, on avait Emeline, on avait aussi Nigol, On égale. Qui est toujours là. comme d'habitude, Toujours hein, présent. comme d'hab. Toujours debout. Ouais, qui a d'ailleurs qui a d'ailleurs participé aussi pour faire les bruitages. Ah ouais, tout le temps. C'est- Les bruitages faits main, toujours. Hein. Il en réclame. Non mais oui, c'est fou. Non mais les bruitages, on fera un jour une chose sur ça, c'est pas possible. Faut voir les coulisses, c'est obligatoire. Les bruitages sont fous. Ouais, on fera un truc. Il faudra Ouais. filmer ou je sais pas. Ah Et c'est le grand retour aussi de Renard Marot, Oui. oui, qui nous a rejoint pour. C'est quelle histoire? C'est Danse pour Danse moi. pour moi. Danse pour Ouais. moi, ouais, exactement. Donc rôle d'infirmière. Mais oui, sa dernière apparition, ça date de la cabine 22. C'est elle qui faisait l'intro avec moi. C'est donc épisode 1, Peut-être. 2. Ouais, ça date maintenant. Ouais, Ça fait date. plus d'un an. Donc ça Ouais. fait toujours C'est plaisir de revoir des anciens qui viennent nous filer des petits coups de main. Carrément. Bah, Renard Marot elle nous file des coups de main tous les mois. C'est vrai, mais on a. Clairement. Oui, et puis on l'a eu aussi, mais l'épisode 9. Bah oui, en guest. Ouais, elle venait parler avec nous. Ouais, bien sûr. Beaucoup de monde qui a participé à cet épisode, donc on remercie tout le monde. Merci à tous. Ouais. C'est top. Indigo, avant de passer à la suite, tu m'avais dit que Ouais. tu avais quelque chose à nous présenter. Une petite reco. Ouais, je t'en ai parlé vite fait. Tu m'as dit, mais ça intéressera sûrement les Adados. T'es venu, t'avais une mallette, t'avais un petit sac à dos, tu m'as dit j'ai une reco. Bon, vas-y. Et j'avais une mallette. Ouais, carrément. J'ai acheté un jeu sur PS4. Alors, je crois qu'il est dispo sur PC, Xbox, tout ça. Ça s'appelle Little Hope. H-O-P-E. C'est le deuxième jeu de la série The Dark Pictures Anthology. C'est fait par Supermassive Games, ceux qui avaient sorti Until Dawn, qui a cartonné Ouais. ce jeu. Pour de bonnes raisons d'ailleurs, il était vraiment cool. Ouais, il était fou ce jeu, franchement, vraiment cool, vraiment univers film d'horreur slasher avec une bande de jeunes qui va dans un chalet et qui se fait buter. Comme on Tu vois. aime, comme Enfin, on aime. tout y est quoi, ouais c'est ça, clairement c'est parfait quoi. Et du coup cette boîte de prod de jeu, ils ont sorti Man of Medan, qui était, alors que j'ai trouvé clairement nul à chier. Bien mais pas top. Alors bien mais pas top, c'est peu dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance, mais il se passait absolument rien en fait. Donc tu t'ennuies beaucoup.
Et là, par contre, ils ont bien revu leur copie. Donc, c'est sorti là le 30 octobre, il y a un mois là. Donc, Pour Halloween, quoi, finalement. pour Halloween, ouais, clairement. Je pense qu'ils ont bien visé. Moi, je pense qu'ils ont voulu participer au mois de l'horreur avec nous, tu vois. Ils ont voulu, ils ont voulu profiter, tu vois, de Faut tout pas ce le qu'on a dire. fait. Non. Genre, on est sponsor. Non, pas du tout. Non, en fait, ouais, ils ont bien calculé leur coup parce que là, pour le coup, l'ambiance est carrément différente. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus travaillé. Le jeu, en termes de jouabilité, on est plus du tout sur Man of Medan. Pour le coup, c'est vraiment mieux. Comment ça se passe? En gros, c'est ce genre de jeu où on fait juste des choix. On bouge pas beaucoup les personnages. Il y a des petites phases d'exploration où on joue un personnage à la manette, donc on peut le déplacer, tout ça. Regarder des objets, analyser, etc. Mais la majeure partie du temps, c'est des choix à l'écran, donc des personnages qui discutent. Il faut choisir. Comme, je sais pas si tu les avais fait, tu sais, les Walking Dead. Pas du tout. Non, bah ça fait un peu ça, sauf que ça faisait beaucoup plus cartoon en fait. Là, j'imagine que c'est plus réaliste. Ah ouais, ok. Non, la DA est très réaliste. Ouais, ça se veut. Bah, en fait, même pour te dire, c'est que ils ont modélisé comme pour Until Dawn où ils avaient pris des vrais acteurs. Là, il y a l'acteur principal qui a été modélisé, qui est Will Poulter. Alors qu'est-ce qu'il a fait de beau? Will Poulter, c'est lui qui jouait dans Le Labyrinthe. Et c'est lui aussi qui jouait dans Black Mirror, Bandersnatch, celui où il y avait les choix justement. Donc c'est marrant, petit clin d'œil, tu vois. Même chose. Enfin, la même chose. Ouais, ça doit être son truc, tu vois. Et du coup, ouais, c'était aussi, voilà, c'était dans Bandersnatch, c'était le geek là qui avait les cheveux blonds décolorés, qui faisait un jeu, voilà, qui codait un jeu. Là, donc lui, c'est le héros du jeu. Mais on joue plusieurs personnages à la suite. C'est assez sympa. Franchement, univers, on est dans un petit village. Franchement, si vous aviez joué à Silent Hill sur PlayStation à l'époque, vous retrouvez exactement cette ambiance de village avec de la brume et des gens trop chelous qu'on croise le long des routes. Tu peux nous faire un petit pitch de l'histoire sans nous en révéler. Sans trop vous en révéler, ouais. Bah, alors, ce sont des étudiants, quelques étudiants qui sont dans un bus de nuit. Et en fait, il y a eu un accident où, à un moment donné, en tout cas, la police se trouve sur la route et leur demande de passer par la petite ville de Little Hope. Et donc, au moment où ils vont changer de chemin, du coup, pour rejoindre leur destination, eh bien, ils vont avoir un accident de bus. Et donc, ils se retrouvent à pied. Le chauffeur de bus a disparu et ils doivent traverser à pied la petite ville de Little Hope. Il va se passer plein de choses. Ouais, c'est une petite randonnée, quoi. C'est une petite randonnée. Une randonnée. Une randonnée. Oh, la contraction. C'est pas mal. Moi, je connaissais la randonnée. Ça passe bien, ça passe bien. Non, c'est pas une randonnée. C'est une randonnée, ouais. Ah, ça marchait bien. Donc, on retrouve des personnages. Alors, si y a quand même des gens qui avaient joué à Man of Medan, qui l'avaient détesté comme moi, foncez sur Little Hope, c'est carrément mieux, ça vaut vraiment le coup. Et on retrouve le personnage du narrateur, c'est un espèce de psychologue chelou qui... Enfin, c'est pas un psy, ça, c'était dans Until Dawn. Il était vraiment bien, c'est le conservateur. C'est le conservateur, là. C'est un personnage qui a un peu le même rôle que le psy dans Until Dawn, qui coupe les histoires et qui te donne des indices, ou pas, d'ailleurs, tu peux refuser ces indices. Ou qui te guide en te donnant des infos comme ça sur l'ambiance. Et c'est assez cool de pouvoir faire des pauses avec lui. Voilà, c'est plutôt cool. Et donc, normalement, The Dark Pictures Anthology, c'est le 2e, et ils sont censés en sortir 8 au total. Ah ouais, quand même. Ah, c'est ambitieux. Hein. Mais ce sera pas des jeux liés, mais ouais, c'est un beau défi, hein, franchement. Et il se fait en combien de temps? J'ai pas fini. J'ai joué 3 heures. Ah, tu fais des recommandations de choses que t'as pas fini. Franchement, j'ai déjà joué 3 heures dessus, tu vois, donc c'est pas mal. Ouais. Et l'ambiance, tout, c'est sympa. En fait, j'ai pas envie de jouer trop longtemps sur un jeu comme ça, parce que j'aime bien me dire que ça pourrait être un film, tu vois. Donc du coup, 3 heures, c'est bien. T'as le temps de vraiment te faire un truc, un bout d'histoire, un vrai bout d'histoire. Et puis du coup, en 3 heures, ouais, je crois que j'ai fait une bonne partie de la ville, déjà la moitié, je crois. Donc je pense qu'une deuxième session de 3 heures, ça doit pouvoir se terminer. Tu seras du genre à le refaire après pour à savoir les autres fins, ou t'iras sur YouTube J'ai rarement le courage pour ça. Il y a trop de jeux, hein. Il y a trop de jeux à faire. C'est long, en fait. Ouais. Parce que choisir des destins différents pour tes personnages, ça peut être long, ouais. Ok. Eh ben merci. Est-ce que tu veux lui mettre une note? Ah bah non, on va pas mettre une note, tu l'as pas fini. Une pré-note. 4K, ouais. Ah là, t'es en train de me faire une super transition. Parce qu'on parle de jeux vidéo, on parle de podcast, on parle de kawaii. Il s'est passé quelque chose d'incroyable après l'enregistrement du dernier épisode, d'avant d'aller dormir.
quelque chose de fou. Quelque chose d'incroyable. À l'époque, on était tous les deux dans la même pièce et on n'avait pas de masque. C'est fou, ça. Ça déjà, c'est fou. Ouais. Enfin bref. Nous, en fait, quand on enregistre avant d'aller dormir, on aime bien garder un peu nos micros ouverts, enfin allumés. Ouais. Que ça nous sert, par exemple, pour les what the fuck, voilà. Et on a commencé, en fait, à enregistrer carrément un nouveau concept, en fait. Tout un nouveau podcast. Bah, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Et on a enregistré tout un podcast, en fait, en une soirée. Et il s'appelle Doudou 4000. Et je suis obligé de te laisser le présenter, là. C'est ton bébé. Ok. Bon, Doudou 4000, qu'est-ce que c'est? Pardon, je me remets un peu du truc parce que c'est compliqué. En gros, Yop et moi, on discutait de musique et tout ça, et je lui expliquais que à l'époque, c'est quand j'étais au collège, enfin pré-ado, quoi. 12-14 ans. Je sais pas, ouais, un truc comme ça, peut-être, même avant, peut-être. Je jouais à un jeu sur PlayStation 1 qui s'appelait Musique 2000. Et du coup, j'avais fait des musiques que j'avais récupérées. Et en fait, je les ai fait écouter à Yop, on les a commentées, et c'est parti en vrille, quoi. donc on en a fait tout un podcast, on sort un épisode tous les 3 jours, donc ça va vite, c'est rapide à rattraper, et donc ça s'appelle Doudou 4000, et pour savoir pourquoi ça s'appelle Doudou 4000, il faut écouter. C'est un bon petit podcast à écouter pendant le confinement, je pense, c'est Feel Good. Ouais. Ah, clairement. Chaque épisode, on écoute une chanson voilà, qui a été composée à l'époque. Ah, une œuvre. Une œuvre, exactement. Oui, une chanson, c'est plus une musique, mais une œuvre, ça, je pense que c'est le mot. Une œuvre, ouais, c'est universel comme mot. Ce qui fait que maintenant, là, tous les deux, officiellement, on a 2 podcasts. Ouais, exactement. Donc 2 podcasts, il fallait les regrouper et faire quelque chose, quoi. Ah, fallait marquer le coup. Oui, parce qu'il est pas signé avant d'aller dormir, le podcast. Oui. Doudou 4000. C'est vrai. C'est pas la même chose, quoi. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu en tout début d'épisode, là, de cet épisode, un petit les yeux fermés, comme ça. Là. Tu le fais super bien. Merci. On dirait que c'est toi qui l'as fait. Non, pas peut-être. Et ben, c'est les yeux fermés, c'est le nom du label qu'on vient de créer pour regrouper tout ça. L'idée, c'est quand même de pouvoir proposer des nouveaux formats, peut-être à l'avenir. Et donc, on voulait tout regrouper sous un même nom, pas forcément toujours appeler tout avant d'aller dormir. Donc l'idée d'avoir ce nom-là, bah voilà, parce que bon, Yop et Indigo, c'est pas ça très va vendeur, un temps. Pas... Je sais pas, ça dépend. Non, mais c'est vrai qu'avec Avant d'aller dormir, on est vraiment cantonné à un seul format, à l'horreur. Et nous, bien on sûr, a envie de tester d'autres choses. Et puis, on peut pas les faire avec ces podcasts. Bon, on a testé, on teste encore quand même pas mal de trucs. Ouais, sur Avant d'aller dormir. Clair. C'est cool. Ah bah oui, on kiffe le faire. Mais clairement. On a envie de faire d'autres choses, quoi, de rentabiliser un peu le matos qu'on achète aussi. Clairement. Donc il y aura sûrement d'autres projets qui vont arriver. Ouais. Bah, si vous voulez être au courant de tout ça, donc vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Ah ouais. Mais si vous voulez écouter ces projets en avant-première, on a aussi ajouté un petit un nouveau palier. Un nouveau palier sur le Patreon. Ouais. Et donc il s'appelle Les Yeux Fermés tout simplement. Donc ça permet en fait de soutenir le label et d'écouter en avant-première les prochains projets du label, quoi, Les Yeux Fermés. Et ça, c'est cool. Bon, on va quand même parler des nouveaux patrons qui nous ont rejoints. Parce que là, on a toujours notre palier avant d'aller dormir. Et ça, c'est grave cool tous les mois de voir qu'il y a des nouveaux patrons qui nous rejoignent. Ce mois-ci, on remercie parmi les nouveaux patrons, on a donc Kuroi Suna, Bourdon, Marion, Anaïs, Samoussa Tatami, Gabriel, Linda et Julie. Donc merci à vous tous, c'est trop cool. Bienvenue parmi les patrons d'Avant d'aller dormir. Bah ouais, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais juste laisser un petit dernier mot, juste pour vous rappeler qu'on a un petit répondeur. Oh oui. Ouais, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Vous voulez participer au podcast, vous voulez apparaître Avant d'aller dormir, franchement c'est le moment. C'est le meilleur moyen. Ah ouais. Si vous voulez écouter votre voix dans un prochain épisode. Donc c'est toujours le même numéro, il est en description. Je le dis au cas où, c'est le 07 49 25 27 90. On se quitte ou pas, Indigo ? Bon, on va pas se quitter là-dessus. On va pas se quitter sur un numéro de téléphone quand même. Oh, c'est pas terrible quand même. On pourrait peut-être ajouter d'autres petites histoires. Allez, une petite histoire. Bon, pas de n'importe qui. Non, pas de n'importe qui. C'est encore une histoire qu'on nous a envoyée, donc une histoire qui a été écrite par quelqu'un de la commu. Donc merci. Par un Adados. Merci Tom.
Et donc cette histoire s'appelle Le Sommeil. Merci à toi. Tu sais qu'un jour, on va pas mettre d'histoire à la fin d'un épisode. Les gens vont être déçus. Hein. Ouais. Je pense qu'on va devoir garder cette nouvelle habitude d'ajouter des histoires. C'est clair. Hein. Carrément. Bon, bah c'est parti. Eh bien, installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Je peux pas bouger. J'avais ouvert les yeux, mais je pouvais vraiment pas bouger mon corps. De ma position, je pouvais voir mon siège et mon bureau en face de mon lit malgré la pénombre qui régnait dans ma chambre. Je m'étais réveillé, mais mon corps semblait être toujours endormi, refusant de m'écouter quand je lui ordonnais de bouger. La paralysie du sommeil ne m'était pas inconnue. J'en étais souvent victime quand j'étais enfant, mais ça m'était pas arrivé depuis quelques années. À l'époque, je m'étais renseigné sur cette maladie, ou plutôt ce phénomène, la paralysie du sommeil, qui survient au moment de s'endormir ou de se réveiller. Elle consiste à être pleinement conscient, mais en étant incapable de faire le moindre mouvement. J'avais lu de nombreux témoignages de personnes qui étaient victimes de ces troubles du sommeil, qui s'accompagnaient parfois d'hallucinations auditives, sensitives ou visuelles. Pour ma part, je n'avais jamais été confronté à ce genre d'hallucination. La paralysie était le seul symptôme dont je souffrais. Après de nombreuses expériences similaires dans mon enfance, j'avais réussi à trouver une technique afin d'en sortir rapidement, qui consistait à se concentrer afin de bouger un doigt en suivant un décompte. Je commençais donc à effectuer mon astuce afin de me réveiller rapidement. 10. J'essayais tant bien que mal de tenter de bouger mon petit doigt. Mon bras était le long de mon corps, mais sans succès. 9. Je réessayais une seconde fois. Cette fois-ci, je commençais à sentir des fourmis parcourir mes phalanges. 8. J'en étais à mon 3e essai, tout en plongeant mes yeux dans la pénombre, trop concentré à essayer de me réveiller quand je le vis, dans l'encadrement de la porte. Un mouvement attira mon regard. Une silhouette s'extirpa de l'encadrement. Et ma concentration s'envola en voyant ce qui me faisait face. Une silhouette humanoïde, si on pouvait comparer ça à un humain, se tenait au pied de mon lit. Sauf que, hormis le fait qu'elle ait 2 bras et 2 jambes, cette créature n'avait rien d'humaine. Elle devait faire à peu près 3 mètres et se tenait voûtée, son dos touchant mon plafond. Sa peau était d'une noirceur effrayante, qui permettait de la voir même dans l'obscurité. Malgré sa grandeur, elle était d'une maigreur cadavérique, laissant apercevoir des côtes derrière une peau totalement noire. L'ironie de la situation, la vision de cette créature me paralysa de terreur. Je sentis mon sang devenir glacé dans mes veines et mon cœur s'affoler derrière ma poitrine. Je réussis tout de même à retrouver mon calme en réalisant que c'était une hallucination, comme je l'avais souvent lu. J'essayais de reprendre mon décompte pour faire disparaître cette vision d'horreur. 7. La créature s'avança un peu plus dans ma chambre. Je pouvais pas voir son visage d'où j'étais, mais je l'observais se déplaçant lentement dans la pièce, ses bras rachitiques se balançant le long de son corps. 6. Inconsciemment, j'essayais de faire le moins de bruit possible pour ne pas attirer la créature, tout en continuant d'essayer de bouger mon doigt pour me réveiller. La créature, désormais à mon bureau, son regard dirigé vers la fenêtre surplombant celui-ci. 5. La chose tendit une main vers mon étage de livres, faisant parcourir ses doigts, longs et décharnés, sur la crête de mes livres, donnant l'impression d'être à la recherche d'un ouvrage particulier. Le bruit de ses pas sur mon parquet produisait un craquement inhabituel, et je compris que ce son ne provenait pas de mon sol, mais des articulations de la créature, se rapprochant au craquement de feuilles mortes. Sa main déchargée s'arrêta sur un livre, posant sa griffe sur la tranche en le tirant vers elle. Le livre se pencha et chuta de l'étagère, tomba sur le sol dans un choc. 4. D'un coup, l'immense silhouette se tourna dans ma direction. Et là où auraient dû se trouver ses yeux, 2 orbites vides me fixaient, qui semblaient me percer de part en part. Elle se dirigeait vers moi d'un pas lourd. Le bruit de ses talons faisait un bruit de succion sur les lattes de bois qui grinçaient sous son poids. 3. Alors qu'elle se rapprochait, la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre m'éclaira son visage. Ce que je vis me confirmait qu'elle n'avait rien d'humain. Autour de ses orbites, sa peau était totalement brûlée. On ne pouvait voir aucun détail de son visage, si ce n'est un énorme sourire qui dévoilait des rangées de dents anormalement grandes. Je retenais maintenant ma respiration, me rendant compte que la peur m'avait fait oublier de respirer. J'osais à peine inspirer, même si la chose était à moins de 2 mètres de moi. 2. Je sentais maintenant une odeur que je supposais comme étant ce qui se rapprochait le plus de l'odeur de la mort. Une odeur nauséabonde, qui ressemblait en rien à ce que j'avais déjà senti. Je sentais son souffle chaud sur mon visage, alors qu'elle se penchait sur moi, m'observant de ses orbites, qui étaient à quelques dizaines de centimètres de mes yeux. Je remarquai alors des morceaux rouges entre ses dents acérées, qui ressemblaient fortement à de la viande crue.
La vue horrifique de son visage recouvrait tout mon champ de vision, me concentrant toujours à bouger mon doigt, malgré la terreur dans tout mon corps. 1. La créature touchait désormais pratiquement mon visage, avec son épiderme brûlé. Je sentais des fourmis qui commençaient à parcourir mes phalanges, ce qui était bon signe. Mais alors, j'entendis un son guttural émaner de la chose, un mélange entre un raclement de gorge et un cri d'agonie. C'est lorsque je vis son sourire s'agrandir encore plus que je compris que ce bruit était en fait le rire de la créature, qui semblait me regarder avec convoitise. Elle recula légèrement la tête pour ouvrir sa mâchoire gigantesque et fondit sur moi. 0. Je me réveillai dans un cri. J'étais assis dans mon lit, ma chambre toujours dans le noir, mais vide. Je transpirais à grosses gouttes, malgré que j'étais frigorifié sous ma couette. Je comprenais maintenant l'appréhension qu'avaient ceux qui subissaient ces hallucinations régulièrement au moment d'aller se coucher. Je reprenais tranquillement mon souffle. Quand je regardais vers mon radio-réveil, celui-ci indiquait 3h33. J'avais encore quelques heures de sommeil devant moi, même si se rendormir après un tel épisode ne serait pas chose aisée. Je sortis de mon lit pour aller m'en rafraîchir avant d'essayer de me rendormir. Mes jambes tremblaient encore de la rencontre que je venais d'avoir. Je me dirigeais doucement vers la porte de ma chambre quand mon pied buta contre quelque chose de lourd. Je me pencha et quand je vis l'objet en question, mon sang sembla se geler dans mes veines. À mes pieds, sur le parquet se reflétait la lumière de la lune sur la tranche brillante d'un livre qui aurait normalement dû se trouver sur mon étagère. Puis, j'entendis un grattement provenant du mur derrière moi. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.